Le tennis féminin a toujours eu ce côté moins attrayant que le tennis masculin, ce côté un peu dévalué. Si on va encore plus loin, ce côté sous-tennis par rapport aux hommes, je grossis le trait volontairement, mais j'exagère à peine quand on entend certaines critiques, certaines réactions, et il faut dire que c'est un sacré défi de faire une bonne publicité du tennis féminin, quand en face on a du Djokovic, Nadal, Federer avec un storytelling incroyable où Djokovic explose tout et déloge les deux enfants chéris du monde entier. Chez les femmes, il faut arriver à rivaliser avec cette narrative parce que au-delà de l'aspect sportif, le tennis c'est une histoire qu'on nous raconte. Le sport, c'est une histoire, et la cote de popularité d'un sport varie selon la qualité de l'histoire qui est narrée, selon les personnages qui font vivre cette histoire, et il faut reconnaître que le tennis féminin a pu subir un manque d'attrait général, du moins si on compare avec les hommes. Pourtant, le tennis féminin, il est exceptionnel à suivre, et même s'il y a des cycles plus ou moins stimulants avec des championnes différentes et des niveaux de domination plus ou moins importants, on retrouve quand même une intensité folle, un niveau de jeu qui reste incroyable, et on parle des toutes meilleures du monde au même titre que les hommes. Alors oui, ça tape un peu moins fort, et encore que, oui, chez les hommes, la dimension physique est poussée à son paroxysme, mais les femmes aussi savent jouer au tennis et le spectacle n'en est pas moins divertissant. Alors on va faire une autopsie ensemble, on va décortiquer tout ça. On va analyser le tennis féminin et on va voir ce qui peut clocher à certains moments, d'où peut venir le manque d'attrait pour le tennis féminin. Vous êtes sur Game Set Talk, bien joué parce que si vous aimez le tennis, c'est ici que ça se passe et on attaque juste après le jingle. Il faut savoir que le tennis féminin est apparu très tôt. On avait du tennis féminin dès les premières éditions des Jeux Olympiques et comme chez les hommes, on a eu cette période de mise en place du circuit où la discipline a évolué, les tournois ont évolué, les équipements ont évolué, mais c'est à cette époque qu'on a vu les premières grandes championnes. Dans les années 1920, on a une certaine Suzanne Lenglen qui marque les esprits en remportant 6 Roland-Garros et 6 Wimbledon. On a aussi Simone Mathieu qui gagne Roland-Garros 2 fois en 1938 et 1939 et plus globalement, on a des grandes championnes américaines et australiennes avant le début de l'ère Open. Rappel, l'ère Open, c'est l'ère moderne qui a permis aux professionnels de participer au Grand Chelem et plus globalement, c'est la professionnalisation de la discipline à un niveau supérieur. Et dans cette nouvelle ère, on a eu des légendes du jeu. Margaret Court qui a remporté 24 Grands Chelems entre 1960 et 1973, qui est considérée comme la plus grande de tous les temps avec une potentielle Serena Williams dont on reparlera plus tard. On a eu Billie Jean King qui a remporté 15 Grands Chelems entre 1966 et 1975. Billie Jean King qui est une icône mondiale, reconnue pour son engagement, pour sa lutte en faveur de l'égalité des sexes et de la reconnaissance du sport féminin au même titre que les hommes. Billie Jean, elle s'est pas contentée de gagner des titres et de se reposer. Elle a vraiment donné de sa personne, de sa notoriété pour améliorer la condition féminine et c'est elle qui a créé la WTA, la Women's Tennis Association, qu'on connaît aujourd'hui. Donc elle avait vraiment à cœur de structurer un maximum le tennis féminin pour œuvrer dans le sens de l'égalité avec les hommes. D'ailleurs, il y a la fameuse histoire avec Bobby Riggs, ancien champion de tennis dans les années 1940, où à cette époque, il faut savoir que le tennis et le sport en général, c'est pour les hommes, c'est quasiment ça. On a un climat assez discriminatoire, voire misogyne, où on sent clairement que les femmes sont pas du tout logées à la même enseigne que les hommes. Et justement, ce Bobby Riggs, il arrêtait pas de clamer que la place des femmes, c'est à la maison, nulle part ailleurs, que les femmes sont bien inférieures aux hommes et que aucune femme en activité ne pouvait le battre lui qui avait pris sa retraite et qui avait 55 ans. Ce Bobby, vous l'avez compris, il est très provocateur et il lance même le défi à Billie Jean de l'affronter dans un match pour voir qui est meilleur et Billie Jean refuse. Par contre, il y en a une qui a accepté, c'est Margaret Court. Je vous ai parlé de la légende qu'était Margaret Court et elle a perdu ce match. Donc là, ça remet tout en question pour Billie Jean King parce que l'égalité homme-femme en prend un gros coup. On a une grande championne qui accumule les grands chelems et qui perd contre un homme de 55 ans. Sur le papier, c'est catastrophique et il faut remédier à ça. Donc c'est ce qu'elle fait en acceptant la rencontre contre Bobby. On est le 20 septembre 1973 à Houston où plus de 32 000 personnes sont venues voir le rendez-vous qu'on a appelé Battle of the Sex. Donc le storytelling, il est juste exceptionnel. On a un provocateur, ancien champion qui a 55 ans, qui est persuadé qu'il va battre Billie Jean King qui, elle, est une grande championne et qui se bat pour la cause qu'elle va devoir défendre plus que jamais. Le match est diffusé à la télé, bref, c'est le rendez-vous de l'année et Billie Jean King est tellement concentrée et impliquée qu'elle finit par gagner 6-4, 6-3, 6-3. Victoire pour l'américaine, mais surtout pour les femmes. Bobby lui aurait glissé au filet, je vous ai vraiment sous-estimé. Donc énorme vengeance pour Billie Jean et c'est une première victoire pour le tennis féminin, même si une grande championne qui bat un cinquantenaire, ça paraît logique. Mais derrière ce match, les femmes ont eu davantage confiance en elles, en leur capacité et ça a créé un cercle vertueux. Les femmes se sont davantage mis au sport et donc c'est Billie Jean King qui est derrière tout ça et qui a permis une sacrée avancée. On a eu d'autres grandes championnes comme Chris Evert qui a repoussé les limites en remportant 18 grands chelems, qui est resté 332 semaines à la place de numéro 1 mondial. On a eu Steffi Graf aussi, 22 grands chelems, 377 semaines numéro 1. Donc là on est sur une succession de légendes, des joueuses qui à leur tour marquent l'histoire du tennis et c'est clairement un âge d'or du tennis féminin. On a des styles de jeu différents, des championnes hors pair, des caractères différents et quand on dézoome un peu et qu'on regarde cette période entre le début de l'ère Open et les années 1990, on n'a rien
a envié aux hommes, qui certes aussi ont des légendes comme Borg, McEnroe, Agassi, Sampras, mais des deux côtés c'est la folie, le storytelling est puissant, les mecs ont des rivalités incroyables, hein, Borg, McEnroe, Agassi, Sampras, bah les filles aussi, avec Evert Navratilova qui se sont affrontées 80 fois, 18 grands chelems chacune et 15 ans d'énormes combats. On a aussi Monica Seles contre Steffi Graf, 15 affrontements dont 10 en finale, dont 6 en grand chelem. Une opposition de style sublime entre Seles, gauchère, puissante, et Graf, droitière, revers à une main. Bref, on a un circuit attrayant par le biais de légendes qui l'animent en repoussant les limites un peu plus chaque année, parce que ce schéma il a perduré dans les décennies qui ont suivi, et là vous me voyez venir. Les sœurs Williams. Les sœurs Williams qui ont écrit une énorme page du livre du tennis féminin et qui ont choqué tout le monde. Serena Williams, 23 titres du Grand Chelem en simple et 14 en double avec sa sœur Venus Williams, sa sœur qui a remporté 7 Grands Chelems en simple. Et les sœurs Williams, elles sont à l'origine de plusieurs révolutions. Elles ont redéfini les standards avec un style de jeu hyper agressif et puissant qui a fait loi sur le circuit et qui a beaucoup influencé les joueuses. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, une Coco Gauff, une Naomi Osaka ont été énormément influencées par les Williams. On parle de servir à plus de 180 km/h, de retourner presque aussi fort que le service, donc elles ont mis un coup de pied dans le circuit en terrifiant les joueuses et elles ont accumulé les titres, preuve que ça fonctionnait très bien. Les sœurs Williams, c'est aussi une contribution énormissime à la lutte contre le racisme, aux discriminations, deux championnes mais aussi deux légendes afro-américaines qui dominent à ce point un sport non négligeable en termes d'avancée. C'est des sujets qu'elles ont pris à bras le corps et elles font partie des athlètes qui ont dépassé le statut de simple championne et qui sont beaucoup plus que ça de par leur engagement. Mais dans cette même ère des sœurs Williams, on a quand même eu des grandes championnes pour les challenger, je pense à Kim Clijsters, championne belge qui a remporté 4 grands chelems, 3 masters, une joueuse qui jouait vraiment en puissance comme les Williams, c'est elle qui faisait le jeu avec plein de coups gagnants mais aussi des fautes directes. On peut aussi penser à Justine Henin, également belge, qui a remporté 7 grands chelems dont 4 Roland Garros, 2 masters, la médaille d'or olympique. Justine Henin, c'était un revers à une main sublime, un slice dévastateur, d'où ses 4 succès à Paris. Mais on peut aussi penser bien sûr à Maria Sharapova, la russe, qui a été une grande championne, qui a été une grande rivale aux sœurs Williams, et elle avait aussi ce jeu qu'on qualifie de joueuse des années 2000. Puissante, agressive et solide des deux côtés, prise de balle très tôt, avec un cri très prononcé à chaque frappe de balle, une joueuse exceptionnelle avec une fin de carrière perturbée malheureusement par un contrôle positif au meldonium qui lui a valu 15 mois de suspension, mais Sharapova a bien marqué le circuit par sa domination et sa combativité. Donc des championnes, on voit que le circuit féminin n'en a pas manqué, bien au contraire. Regardez, il y a quelques années, on avait une Ashley Barty, grande championne australienne, qui a remporté l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, polyvalence incroyable, elle a été numéro 1 mondiale. C'était une joueuse aussi puissante du fond du court. D'ailleurs, en témoigne ce record. En 2021, c'est la joueuse qui a fait le plus d'ace sur le circuit féminin, alors qu'elle fait que, entre guillemets, 1m66. Et entre 2019 et 2021, elle domine clairement. Elle finit ces 3 années numéro 1 mondiale. Mais après son sacre incroyable à l'Open d'Australie, sans perdre un set et en lâchant que 30 jeux, elle annonce brutalement au monde entier qu'elle prend sa retraite. Donc Barty, voilà, ça fait un peu partie de ses fins de carrière mystérieuses chez les femmes. Et aujourd'hui, on a un quatuor composé de Swiatek, Sabalenka, Rybakina et Gauff. Un quatuor quand même dominé par Swiatek et Sabalenka. Iga Swiatek, la polonaise qui compte déjà 4 grands chelems dont 3 Roland Garros à l'âge de 22 ans, c'est incroyable. 21 titres, une maturité folle et on peut penser qu'elle pourrait devenir une légende, un jeu puissant mais tellement juste avec un coup droit lifté imparable. Et Aryna Sabalenka, elle qui pour le coup a complètement été influencée par les sœurs Williams, la plus puissante du circuit à l'heure actuelle. Un service tonitruant, un service d'homme clairement et des frappes vraiment pour t'enterrer, 2 Open d'Australie et une emprise sur ses adversaires énorme parce qu'à chaque match c'est elle qui fait le jeu. Donc on a beau éplucher les époques, les périodes, on voit bien qu'il y a toujours des grandes championnes qui font vivre le circuit féminin. Et je dirais même qu'on a toujours eu un vivier de quelques grandes championnes qui nous ont raconté des histoires folles. Maintenant, on va se poser la question suivante. Est-ce que le circuit WTA, il est vraiment différent du circuit ATP? Bah oui, parce qu'on sait que le circuit féminin, globalement, il est moins attrayant quand on prend à une grande échelle. Mais est-ce que fondamentalement, les femmes, c'est différent des hommes dans ce qu'on voit? Eh bah pas tant que ça. Alors on fera évidemment un focus sur la différence de niveau de jeu, le côté physique et l'intensité. Et bien évidemment qu'un Djokovic Nadal, ça joue 10 fois mieux qu'un Swiatek Sabalenka, qu'un Williams Sharapova ou tout ce que vous voulez. Mais je vous invite à réfléchir avec moi là. Que ce soit dans la structure du circuit avec les différents tournois, dans la narrative avec les histoires qui nous sont racontées, est-ce que la WTA c'est différent de l'ATP? Pas tant que ça. Et j'ai même envie de dire que les circuits hommes et femmes sont pareils. On voit les mêmes tournois, on a les mêmes dominations. Alors vous allez me dire que les Djokovic, Nadal, Federer, on n'a pas eu ça chez les femmes. Bah moi je vous dis que si en fait. Les Evert, Navratilova, Graf,
Dans les chiffres, on était là-dessus. Hein. Alors dans l'impact et dans l'héritage qu'elles ont laissé, peut-être pas autant, mais on les avait les légendes. Et quand je vous parlais de structure, c'est vrai que les femmes jouent en 2 sets gagnants toute l'année, même en Grand Chelem, alors que les hommes jouent au meilleur des 5 sets en Grand Chelem, ce qui nous donne quand même des matchs peut-être plus exaltants à suivre, avec plus de suspense, et donc des histoires plus croustillantes, plus intenses, plutôt qu'un match qui, quoi qu'il arrive, sera terminé au bout du 3e set. Ça par exemple, c'est un élément concret qui pourrait commencer à justifier cette différence d'intérêt. Eh oui, le format des matchs dans le tennis féminin rend le suivi peut-être moins passionnant en Grand Chelem. Après, on l'a dit, hein, on a les mêmes tournois, à la différence près que les hommes, ils jouent Bercy. Les femmes, elles, ont Doha ou Dubaï en Masters 1000, hein, que les hommes ont en ATP 500. Et je pense que jouer Bercy pour les femmes, ça permettrait d'avoir un tournoi bien chaud et des fans de tennis qui mettent une ambiance folle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors bien sûr, hein, il faudrait organiser ce tournoi à un autre moment que les hommes, parce que hommes plus femmes, c'est impossible à tenir pour Bercy. Déjà qu'il y a des gros problèmes de programmation quand il y a que les hommes, mais je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas ce tournoi pour les femmes aussi, quoi. Donc on voit qu'on a quelques différences entre les circuits, mais qui sont minimes et qui n'expliquent pas cette différence d'intérêt. Pourtant, les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne. Eh oui, si on parle d'argent, on retrouve pas les mêmes montants hors Grand Chelem. On dit même que l'ATP, donc l'association qui gère les joueurs, offrerait 75% de prize money en plus que la WTA qui gère les femmes. Donc là, la différence est conséquente et on est loin de l'égalité salariale pour laquelle s'est battu Billie Jean King. Et même en Grand Chelem, chez les hommes et chez les femmes, on a cette égalité salariale sur les 4 tournois du Grand Chelem que depuis 2007, donc c'est très récent. Mais hors Grand Chelem, c'est plus compliqué, et même si la WTA cherche des solutions sous la pression des joueuses, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça parce que peut-être que le tennis masculin attire plus que le tennis féminin, et c'est pas peut-être, hein, c'est sûr. Quand on jette un œil sur les audiences télé, y a même pas de débat en fait. La finale femme de Roland-Garros en 2023 a attiré 2,2 millions de téléspectateurs contre 4,8 millions pour la finale homme, donc plus de x2 pour les hommes, et les matchs hommes remplissent davantage les tribunes que les femmes, et là on est sur du factuel, du concret, hein, des éléments que personne ne peut contredire. Donc on a une différence d'attractivité qui induit une différence de rémunération, et maintenant on va essayer de voir pourquoi le tennis féminin est moins populaire et moins attrayant que le tennis masculin, au-delà de tout ce qu'on a vu. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on décrypte l'actualité tennis toute l'année, alors si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, c'est très important, ça nous aide énormément, et à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Bon, le titre, deux sports différents en évoquant le tennis masculin et le tennis féminin, il est un poil provocateur, c'est vrai, mais c'est pour que vous compreniez bien le ressenti d'un certain public tennis qui est loin d'être amateur. À Roland-Garros, il y a quelques jours, j'ai entendu des gens qui connaissent très bien le tennis, croyez-moi, avoir ce discours mot pour mot, c'est deux sports différents. Donc on peut se poser la question à certains égards et on va rentrer directement dedans. Les hommes sont plus grands, les hommes sont plus rapides et les hommes sont dotés d'une plus grande force physique. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dites-moi en commentaire, c'est important pour qu'on parte sur les mêmes bases. Je vous laisse mettre pause à l'instant de cette vidéo et m'écrire en commentaire si vous êtes d'accord avec le fait que les hommes sont plus grands, les hommes sont plus rapides et les hommes ont une plus grande force physique. Ok, c'est bon, on peut poursuivre. Et quand je vous dis ça, que les hommes sont plus grands, plus rapides, en moyenne bien évidemment, hein, en vérité ça tombe pas du tout du ciel, j'invente rien du tout, je reprends juste les premiers mots d'une étude publiée par l'ITF, donc l'International Tennis Federation, qui compare le tennis masculin et le tennis féminin. J'ai laissé le lien en description d'ailleurs si ça vous intéresse. Et donc on a des hommes qui servent plus fort, qui se déplacent plus vite et qui sont plus forts, en moyenne bien évidemment. Mais avec ce constat, on en conclut que le tennis masculin, par nature, il est plus stimulant pour un spectateur, pour un téléspectateur. Bah oui, les points seront plus impressionnants, le jeu sera plus spectaculaire, l'intensité sera plus importante. Alors attention, encore une fois, on parle globalement. Évidemment qu'il y a des femmes qui jouent un tennis exceptionnel, qui nous font rêver, mais globalement, oui, le tennis masculin est plus attrayant par nature. C'est pas de la discrimination, de la misogynie, bien évidemment que non. On parle de performance physique d'hommes et de femmes qui découlent sur une différence de niveau de jeu. C'est pas un drame de dire que le 500e mondial, il battrait Swiatek, parce que c'est le cas. Et si vous jouez au tennis, vous savez bien que 15-3 ou 15-2, ou prenez le classement que vous voulez, pour les hommes et pour les femmes, ça joue pas du même niveau. Autre point, j'ai parlé de la différence au niveau du service, que les femmes servent en moyenne moins fort que les hommes. Et cette différence, elle fait que chez les femmes, on a plus de breaks. Dans un match féminin, on a plus de breaks, toujours en moyenne, bien évidemment, que dans un match masculin. On a plus de breaks chez les femmes parce que le service fait moins loi que chez les hommes, où quand ça sert à 200 km/h, il faut s'accrocher pour aller breaker. Chez les femmes, le break, c'est pas un tournant aussi prononcé que chez les hommes. C'est pas une normalité non plus, mais c'est assez fréquent si on est honnête. D'ailleurs, l'étude de l'ITF nous dit que sur un Open d'Australie,
Australie qu'ils ont pris comme exemple. Chez les hommes, on a un set sur 7 qui finit au tie-break, contre un set sur 13 pour les femmes. Donc c'est une statistique quand même significative, et ces breaks et des breaks beaucoup plus fréquents que chez les hommes font qu'on a des matchs quand même beaucoup moins lisibles, beaucoup plus étranges, où on n'a pas de repères. On peut avoir des matchs qui font 6-1, 1-6, 6-2, c'est très bizarre, c'est très déstabilisant, et on n'a pas de cadre ni de base sur lesquels se rattacher, donc on est moins enclin à suivre assidûment le tennis féminin, en plus de l'aspect physique, performance qui va en faveur des hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, je suis très curieux, on peut avoir des avis différents là-dessus. Bien évidemment, je regarde du tennis féminin pour m'exprimer de la sorte, mais j'essaye quand même de rester neutre et de prendre un maximum d'éléments concrets, de faits, pour ensuite tirer des conclusions. Et on y vient à la conclusion de tout ça, le tennis féminin est moins attractif pour beaucoup, pas pour tous, mais globalement on va plus vers du tennis masculin parce que la dimension physique est poussée à son paroxysme avec des performances qui sont plus impressionnantes si on prend pas en compte la différence biologique, et le tennis féminin il a longtemps souffert de cette différence. Il a longtemps souffert de cette comparaison avec les hommes qui est naturelle parce que l'humain peut pas se passer de comparer. Et face aux hommes qui ont connu âge d'or sur âge d'or avec Borg McEnroe, avec Agassi Sampras, Federer, Nadal, Djokovic, c'est très compliqué. Sauf que comme je l'ai dit, les femmes ont elles aussi connu leur âge d'or, alors peut-être pas reconnu à leur juste valeur, parce que de manière générale, les femmes dans le sport ont toujours reçu ce traitement de discipline inférieure. Regardez au foot, au basket, au handball, c'est pareil, on a un attrait vraiment moindre pour les femmes, donc c'est pas uniquement valable pour le tennis, heureusement ou malheureusement. Mais à mon sens, le tennis c'est quand même un des sports où les femmes sont le mieux traitées en termes d'exposition. Financièrement, on a vu des avancées avec les grands chelems, mais je finirai cette note en disant que le tennis féminin reste exceptionnel, que les joueuses jouent à un niveau complètement fou. Il faut continuer de le préciser parce qu'à entendre certains commentaires, on pourrait penser que c'est presque du sous-tennis alors qu'on parle des toutes meilleures joueuses de la planète. Swiatek c'est la meilleure de toute la planète, donc c'est monumental. Pour ceux qui sont pas convaincus, je vous conseille de persister, de vous poser vraiment, et je vous jure que vous allez prendre conscience que ça reste du tennis au plus haut niveau. Mais globalement, je vous invite à réfléchir à votre perception de tout ça, au tennis féminin, au manque de considération envers le tennis féminin, et sur le côté ennuyeux qu'on peut ressentir parfois. Alors le tennis féminin c'est pas ennuyeux, pas du tout, même si parfois faut le reconnaître que on a des matchs en grand chelem avec des joueuses qui jouent quand même pas loin d'un niveau seconde série, et j'exagère à peine, mais bon, je parle quand même de cas qui sont à part. J'ai juste quelques matchs en tête où je me souviens quand même que ça jouait pas très bien et qu'on pouvait penser que ça jouait quand même un niveau de club, mais il faut tempérer et reconnaître que le tennis féminin ça reste du tennis au plus haut niveau. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, c'est un sujet extrêmement intéressant, trop peu traité de manière générale, mais je trouvais ça intéressant, voilà, de faire une autopsie, de voir qu'est-ce qui va pas chez les femmes, alors que le tennis féminin c'est une histoire complètement dingue, avec Billie Jean King, avec Chris Evert, Graf, Navratilova, jusqu'à Swiatek et Sabalenka qui font briller le tennis féminin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, on est très actifs, YouTube évidemment, des grosses vidéos arrivent, on va vous régaler. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et on se retrouve très bientôt. Ciao!